noté dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Autosuffisance en riz, l'ISRA travaille sur un projet destiné à la transformation de l'agriculture en Afrique et c'est pour activer les leviers de développement de la chaîne de valeur riz comme la production durable de semences certifiées. Bienvenue à tous. Retour sur la cérémonie d'ouverture du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Le président Bassirou Diomaye Faye, qui a pris part à cette rencontre, le chef de l'État interpelle la Oumma islamique, exhortant à une mobilisation historique pour la Palestine. Son plaidoyer urgent pour un cessez-le-feu immédiat et la promotion d'une solution à deux États ouvre une fenêtre d'espoir pour une paix durable au Maninga. La participation du président Bassirou Diomaye Faye à ce 15e sommet de l'OCI est l'expression d'une amitié fraternelle envers un pays ami dont l'expérience en la matière est une première. Mais au-delà de cette solidarité agissante, le sommet de Banjul est pour le Sénégal un exercice naturel pour un pays membre fondateur ayant organisé à 2 reprises la rencontre. Fort de ce statut, le chef de l'État s'est prononcé sur le contexte mondial dangereux, marqué par la guerre, la violence et l'extrémisme. Il a dit sa préoccupation par rapport à la situation catastrophique à Gaza. Dans le huis clos qui a suivi la cérémonie d'ouverture, le président Bassirou Diomaye Faye a en effet appelé à une mobilisation plus conséquente de la Oumma islamique pour un cessez-le-feu immédiat et la solution à 2 États, seul gage d'une paix durable dans la région. Le chef de l'État s'est également prononcé sur la mission du COMIAC, l'heure culturelle de l'OCI. Le chef de l'État a dit son ambition de redynamiser le comité pour qu'il réponde mieux à sa vocation de promouvoir les valeurs authentiques de culture et de civilisation islamique. Il a, dès l'entame de son propos, assuré de l'ancrage du Sénégal au sein de l'Organisation pour la coopération islamique. Et sachez que le chef de l'État a eu un entretien avec le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guellel, a félicité le président Bassirou Diomaye Faye pour sa brillante élection. La prise de contact a également été l'occasion d'évoquer les relations bilatérales que les 2 chefs d'État comptent consolider. Et parlons toujours du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Les participants magnifient l'organisation. Ils souhaitent aussi que des actions concrètes soient prises suivant ces réactions au micro du président. Je suis vraiment content de ce que j'ai vu en Gambie. Il y a une hospitalité vraiment de la part des populations. En termes d'organisation, rien à dire. Tout est parfait. Maintenant, nous pensons que cette organisation doit être suivie de faits et de décisions qui vont aider les pays membres de l'OCI, surtout les pays les plus pauvres, mais aussi des pays qui ont vraiment rencontré des problèmes et qui continuent en tout cas de rencontrer certains problèmes. Je pense que c'est une chose, les gens qui ont créé ça, ils ont bien fait. Parce que les musulmans, l'islam, c'est une religion universelle. Donc le Saoudien et le Gambien et l'Américain, on est tous sous le même parasol. Donc, pour que nous unissons et que nous nous entraidons dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation et financier, je pense que c'est une nécessité. Et on croit bien que cela va nous apporter beaucoup. Vous savez, nous, en tant que musulmans, nous écoutons trop les Occidentaux qui veulent nous imposer comme l'homosexualité. Alors que nous avons nos valeurs, nous avons des choses à bien suivre. Et pourquoi pas ça? Alors, je pense que si nous nous réunissons, nous pouvons nous entraider pour beaucoup de choses. Mon attente étant que tous les problèmes qui existent dans les pays musulmans, Inch'Allah, vont être discutés au sommet. Et puis, les chefs d'État vont voir comment résoudre ces problèmes-là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème.
Mais on va essayer de voir les problèmes et puis de les résoudre. Le problème de la Palestine a été discuté entre pays. Les chefs d'État sont en train de voir comment résoudre ce problème. C'est un problème qui nous concerne tous. Comme on dit dans le monde islamique, on est tous des frères. Tous les musulmans sont des frères. Donc un problème qui touche à un pays musulman touche tous les autres pays musulmans. Et à l'occasion du 15e sommet de l'OCI, la RTS sollicitée par la télévision gambienne pour relever le défi de la couverture médiatique. Pour l'occasion, la RTS a déployé des ressources importantes en collaboration avec la JRTS. Les équipes travaillent en parfaite symbiose pour la réussite de l'événement. Envoyé spécial en Gambie, Papsididia et Ibrahim Ndong. Elle se déploie partout, symbole d'un professionnalisme sans limite. La RTS au service de la diplomatie du bon voisinage. Pour ce 15e sommet de l'Organisation de coopération islamique, la couverture médiatique doit être assurée de la plus belle des manières. C'est d'ailleurs tout ce qui justifie la collaboration technique entre la RTS et la télévision nationale gambienne. Il y a 5 quarts de la RTS technique qui sont là, mobilisés. Le quart HD, une régie HD, le quart énergie, le quart de satellite, vraiment tout ce que la RTS compte comme matériel exactement de production en HD est là actuellement. Parce qu'eux, ils ne sont pas en HD et dans le sommet, les gens avaient besoin de produire le signal en HD. Cette collaboration dure depuis un certain nombre de temps. M. Racine Talla l'a trouvé ici. On a fait cette collaboration, on continue de faire cette collaboration avec des formations, avec une assistance technique, avec cette validation pour venir aider nos frères d'IRTS pour couvrir ce sommet, parce que c'est eux les diffuseurs officiels de ce sommet. Comme vous le savez, la RTS est présente un peu partout, comme vous le voyez dans la sous-région, même avec les différentes productions que la télévision est en train de faire. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire vraiment de collaborer avec la RTS pour la réussite de l'événement. Au Centre international de conférence d'Aouda Kairaba Diawara, où doivent se tenir les travaux, le dispositif technique tape forcément dans l'œil des visiteurs. Nous travaillons en parfaite harmonie avec les agents de la RTS. Comme vous le savez, c'est la RTS et le Sénégal. Nous pouvons dire que c'est un seul pays. C'est pour cela que nous communiquons même en Wolof pour pouvoir mieux faire notre travail. Et pour ce qui concerne le côté gambien, nous avons mobilisé presque 200 personnes pour la réussite de l'événement et aujourd'hui la présence de la RTS ici est vraiment salutaire. Sur place, rien n'est laissé au hasard, les consignes sont bien notées avec comme seul objectif répondre à toutes les attentes. L'ampleur du travail ne pouvait être faite que par des gens qui ont déjà fait des sommets et la RTS en fait partie. On a organisé plusieurs sommets au Sénégal. La RTS a réussi plusieurs sommets. C'est pourquoi eux, ils sont venus vers nous. Avec l'arrivée des nouvelles autorités aussi, cette collaboration continue et on espère que ça va continuer, Inch'Allah. Quand les agents de JRTS se déplacent à Dakar pour couvrir des événements, c'est le matériel de la RTS, c'est les ressources de la RTS qu'on mobilise pour eux. Donc cette collaboration est là depuis un certain temps et chaque directeur général qui passe essaie d'amener cette collaboration à un niveau supérieur de là où il l'avait trouvé. Pour cette opération, une quarantaine d'agents de la RTS participent à la couverture médiatique. Un travail qui se fait en parfaite harmonie avec les techniciens de la JRTS. Et puis, je vous le disais dans les titres, le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour le Sénégal en 2024, désormais estimées à 7,1%. Cette annonce fait suite à une mission de 8 jours du FMI dans la capitale, ayant pour but d'évaluer la situation économique du pays et de préparer le terrain pour la prochaine revue du programme de soutien de l'institution. La croissance économique pour l'année 2024 est maintenant projetée à 7,1% contre 8,3% auparavant. Une situation due à une activité économique impactée au premier trimestre par le contexte électoral
et le démarrage retardé de l'exploitation du pétrole et du gaz, indique le communiqué publié à l'issue de la mission du FMI au Sénégal. En 2023, l'économie sénégalaise a fait preuve de résilience en dépit d'un contexte difficile. La croissance économique a dépassé les attentes, 4,6%, reflétant une bonne campagne agricole et un secteur tertiaire solide. L'inflation a connu une baisse plus rapide que prévu. Elle est retombée à 5,9%. Selon toujours le communiqué, l'État a constitué des réserves de liquidités en prévision de l'élection présidentielle, ce qui a contribué à une augmentation de la dette du gouvernement central à 73,4%, un taux au-delà du plafond fixé par l'UEMOA. L'exécution du budget a été marquée par une moins-value au niveau des recettes et un dépassement du coût des subventions à l'énergie par rapport à l'enveloppe initiale qui s'élève à 620 milliards de francs CFA. Les perspectives restent toutefois favorables. Les données indiquent que le programme soutenu par les FMI reste globalement sur la bonne voie. Cependant, le communiqué indique que pour atteindre l'objectif de déficit budgétaire de 3,9% du PIB fixé pour la fin de l'année, des mesures ambitieuses devront être prises pour rationaliser les dépenses fiscales et améliorer l'efficacité des dépenses. Selon le FMI, l'accent doit être davantage mis sur les réformes structurelles portant sur la révision de la formule de détermination des produits pétroliers et la réalisation d'un audit de la compagnie d'électricité Sénélec afin de mettre en œuvre une nouvelle grille tarifaire sur l'électricité avec un tarif social pour les ménages vulnérables. En outre, les autorités progressent dans les mesures visant à sortir le Sénégal de la liste grise du groupe d'action financière GAFI. Les nouvelles autorités ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le programme actuel soutenu par le Fonds monétaire international. Les discussions sur la seconde revue du programme sont prévues au mois de juin 2024. Et au chapitre santé, après 2 ans d'efforts soutenus, le Sénégal franchit une étape importante dans sa quête de souveraineté pharmaceutique. Notre pays vient d'obtenir la certification nécessaire pour produire ses propres médicaments et vaccins, une avancée sanctionnée par une évaluation positive de l'OMS. Fanta Badji. Le Sénégal est en passe d'atteindre le niveau de maturité 3 en matière de réglementation pharmaceutique. La condition consacre le respect des 9 fonctions réglementaires qui garantissent qualité, sécurité et efficacité des produits pharmaceutiques conformément aux exigences de l'OMS. Avast NMN3, au-delà d'être le premier pays francophone à l'avoir dans la région africaine, c'est de booster notre économie dans la production et dans l'importation, dans la résilience de nos produits, ce qui répond aux priorités du gouvernement aujourd'hui. Le Sénégal dispose d'un environnement pharmaceutique plus adapté et répondant aux besoins des acteurs nationaux et aux exigences des organismes régionaux et internationaux. En Afrique, plus de 90% des besoins en produits pharmaceutiques sont importés. Dans ce lot, les faux médicaments font légion. Entre 2017 et 2021, plus de 600 tonnes de produits médicaux de mauvaise qualité ont été saisis dans la seule sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et en 2013 et 2021, environ 40% de ces produits médicaux falsifiés ont été découverts, non pas sur un marché clandestin et parallèle, mais malheureusement dans la chaîne d'approvisionnement réglementée. Et le Sénégal n'est pas épargné par cette réalité. La relance de l'industrie pharmaceutique, initiée il y a 2 ans, a dès lors été renforcée par un dispositif juridique et institutionnel pour relever ces défis préalables à l'atteinte de la souveraineté pharmaceutique. Notre pays a ainsi l'ambition de réduire de façon considérable sa dépendance vis-à-vis des importations de produits. Il est impératif d'inverser la tendance. Au-delà de la réglementation, la chaîne d'approvisionnement et les services pharmaceutiques de proximité sont aussi des exigences que le Sénégal a honorées. Il fallait également respecter l'inspection pharmaceutique dans les 14 régions et de façon trimestrielle, le Sénégal l'a respecté. Il fallait également ouvrir des officines privées, ouvrir des unités de production, accompagner les établissements pharmaceutiques, le Sénégal l'a respecté. Mais il fallait également proposer au gouvernement des textes réglementaires, dont la loi 06-2023 qui a révolutionné le secteur pharmaceutique. Mais il fallait également contrôler la qualité des produits avec la surveillance du marché sur des prélèvements d'échantillons amenés au laboratoire et avec une conformité sur
la qualité des produits. La mission de benchmark de l'OMS a décerné une note favorable aux initiatives sénégalaises qui ont conduit à ces performances. L'instance invite cependant à plus d'efforts, notamment dans la production locale de médicaments et de vaccins, gage d'une couverture maladie universelle. Sur cet événement tragique qui touche l'un des piliers du paysage médiatique sénégalais, le groupe Walfadjri a cessé temporairement d'émettre. Un incendie dévastateur a partiellement détruit ses locaux sans faire de victimes, mais laissant derrière lui des dégâts considérables. Une enquête est en cours pour élucider les circonstances de ce sinistre. Retour sur les faits avec Seydina Lunfal. La voix des sans-voix est à fond. Depuis quelques jours, c'est le silence radio et télé à Walfadjri, après l'incendie qui a ravagé une partie des locaux de Feu Sidi Lamine Niasse, le fondateur du groupe. À la triste réalité, l'impact de l'incendie est tel que la télévision non seulement n'aimait plus, mais la radio aussi n'aimait plus. Il n'y a que le site internet actuellement qui fonctionne. D'ici la semaine prochaine, nous allons essayer de lancer le digital, de voir si on peut produire, on peut transférer la télé sur le digital. Les émissions qu'il y avait sur la télévision, les éditions du soir et autres, transférées sur le digital, en attendant que les choses puissent reprendre. Caméra, écran, lumière, le studio composé de 3 plateaux et la régie témoignent encore de la violence de l'incendie. Il y a le plateau où l'on était, le plateau de l'édition du soir. Il y a le plateau derrière moi où on a réalisé la fameuse soirée électorale du 24 mars dernier. Il y a aussi un autre plateau ici. Donc il y a en tout trois plateaux physiques qui étaient là. Il y a un autre plateau démontable qui est souvent transféré ici. Donc l'ampleur des dégâts est incommensurable. Donc il y a plusieurs investissements qui ont été faits ici avant la campagne, peut-être des dizaines de millions, mais une télévision, c'est des installations. Et les installations coûtent plus cher que le matériel même parfois. Donc les installations peuvent être estimées un peu à des centaines de millions quand on sait comment ça se passe. Donc l'ampleur des dégâts, encore une fois, est incommensurable. Ici, rien n'a été épargné. Tout a été détruit, emporté par des flammes. Le fait que le ministre de la Communication se soit déplacé ici le soir même, une heure après l'incendie, prouve que les autorités, quand même, nous ont témoigné de solidarité après ce qui s'est passé ici. Maintenant, vous savez, la vocation d'un média qui sert dans le service public n'est pas de demander de l'aide au pouvoir public. Donc, nous, comme l'a dit souvent Feu Sidi Lamine Niasse, notre seul patron, c'est le peuple sénégalais. Nous n'avons pas d'autres patrons. Donc, s'il y avait à demander peut-être de l'aide, c'est au peuple sénégalais que nous demanderions cette aide-là. Maintenant, les pouvoirs publics peuvent vraiment, comme dans l'élan où a parlé le président de la République hier concernant une presse équilibrée, diversifiée, pluraliste. Donc, venir en aide, en quelque sorte, au groupe Walfadjri. Parce que Walfadjri, aujourd'hui, est un outil démocratique. Leur outil de travail réduit en cendres, le personnel de Walfadjri salue néanmoins l'élan de solidarité des populations et des autorités. Ça fait du baume au cœur et ça rend moins pénible le choc qu'on a vécu mardi dernier. Les populations ont eu un grand élan de solidarité et à chaque fois, ils nous interpellent à travers la rue ou les réseaux sociaux pour nous dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, pour que vous puissiez reprendre vos programmes. Donc c'est un vrai élan de solidarité qui nous donne encore plus de courage à surmonter, à œuvrer pour dépasser cette étape-là. Le personnel dit subir dignement cette épreuve en attendant l'évaluation exacte des dégâts estimés à plusieurs centaines de millions. Une enquête est d'ailleurs ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie attribué à un court-circuit.
Walf TV a brûlé, un sinistre puisque les flammes ont ravagé tous les équipements du studio principal. Depuis ces écrans noirs chez notre confrère du Front de Terre, Walf TV est un maillon d'un groupe de presse créé au milieu des années 80 et qui se définit comme la voix des sans-voix. Aujourd'hui, il traverse une situation difficile. La direction et le personnel attendent un soutien des autorités et de tous pour permettre à la télé de reprendre ses programmes. Sauver Walf, un soldat de l'info, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Walfadjri qui renvoie à l'aube fraîche prend feu en soirée. Ce qui est arrivé est une catastrophe pour un groupe déjà fragilisé par une succession d'événements d'infortune, en dépit de la volonté de ses travailleurs de surnager dans un contexte difficile. Le feu est venu dévaster un outil de travail qui, à vrai dire, n'appartient plus qu'au seul porteur d'un projet né de l'ambition d'un homme, feu Sidi Lamine Niasse. Il a osé se lancer dans la presse avec d'abord un mensuel éponyme en 1984. La suite de l'histoire, on la connaît, avec d'autres titres comme Walf Grand Place et Walf Sport. Puis, la bande FM est investie. Sur les starting blocks, des anciens de la RTS entourés de jeunes enthousiastes. Une belle aventure radiophonique avec ses temps forts, comme l'arrivée de Maître Abdoulaye Wade au pouvoir et l'inoubliable naufrage du Diola. Au début de ce troisième millénaire d'espérance, Walf TV est sur satellite contournant les difficultés d'obtenir une fréquence. Ce n'est qu'autour de 2007 qu'un signal clair est accessible à tous. Walfadjri, c'est une odyssée à travers une jungle médiatique épineuse ou une mer houleuse de méduses. La liberté de ton, parfois considérée comme excessive, a valu bien des déboires à Walf, qui ne cherche pas toujours à plaire au prince. On croirait même que le média veut déplaire. Mais tant que cela reste dans les limites des principes fondateurs du journalisme, de la déontologie et de la responsabilité, ça s'entend. Les différentes alternances politiques au Sénégal depuis l'an 2000, le groupe y aura contribué par l'éveil des consciences populaires, se mettant souvent à dos des autorités frileuses, promptes à cisailler son signal et à menacer de retirer sa licence. Dans cet incendie, du précieux et coûteux matériel a été perdu, mais les vies sauves s'impatientent de reprendre l'exaltante mission d'information des sans-voix. Si la question d'une nécessaire assurance se pose, il est attendu, dans l'urgence, une contribution solidaire, volontaire, la plus large, pour que Walf TV soit de nouveau on air. Autre aspect de l'actualité, depuis 2022, l'État a lancé un dispositif ambitieux de contenu local destiné à dynamiser l'économie nationale et à renforcer la souveraineté industrielle. Piloté par un secrétariat national, ce mécanisme inclut une plateforme électronique innovante qui centralise toutes les interventions, tant publiques que privées, en matière de passation de marché. C'est le sujet du grand format environnement signé Lamine Touré. Le contenu local, pas que dans les hydrocarbures. Le secteur minier est aussi concerné. C'est une feuille de route au contour ambitieux pour le Sénégal. Reprendre la main dans ce qui pourrait booster l'économie nationale, un gage de sécurité et de souveraineté dans la gestion des ressources naturelles du pays. En 2022, déjà, une loi est promulguée dans ses décrets d'application. Un secrétariat technique est institué. Dans son positionnement stratégique, il fait office de régulateur. Le secrétariat technique est aujourd'hui l'organe, j'allais dire, de régulation de la politique de ce contenu local dans le secteur minier. Nous assurons la promotion du contenu local, mais aussi nous assurons le contrôle, a priori et a posteriori, de, en tout cas, toute la procédure d'attribution des marchés dans le secteur minier. Parce que depuis l'installation, le développement de cette plateforme, les sociétés minières ont l'obligation de poster tous leurs plans de passation des marchés via cette plateforme électronique de mise en relation. Un dispositif qui comporte des données ouvertes et permet aux Sénégalais de s'informer en temps réel, notamment pour ce qui concerne les passations de marché dans le secteur minier, comme le prévoit la Constitution. Cette plateforme est l'unique portail de publication des opportunités de marché dans le secteur minier. C'est une plateforme de mise en relation entre les sociétés minières, les sous-traitants et les fournisseurs locaux qui interviennent dans le secteur minier. À travers cette plateforme, l'État veut favoriser l'accès à l'information pour toutes les opportunités de marché et la transparence dans les façons d'attribuer les marchés dans le secteur minier.
Égalité des chances, préférence nationale, le contenu local tel que décliné permet aux entreprises minières sénégalaises de capter des opportunités de marché dans l'exploitation rationnelle des ressources naturelles. L'objectif qui est visé, c'est que nos entreprises locales puissent capter davantage les opportunités de marché et éviter que ces marchés lancés par les sociétés minières puissent être captés par des prestataires étrangers. C'est l'un des aspects de la politique du contenu local. Au-delà des marchés, la main-d'œuvre locale est favorisée à travers la politique du contenu local, notamment par une préférence nationale. Au-delà de la main-d'œuvre, il existe ce que nous appelons le plan de succession. Le plan de succession n'est rien d'autre qu'un engagement des sociétés minières à faire retirer progressivement le personnel expatrié qui se trouve être au sein de leur personnel pour que ces postes puissent être pourvus par des Sénégalais. À ce jour, pas moins de 300 sociétés minières se sont inscrites sur la plateforme. Le volet formation fait partie des orientations majeures de ce comité technique. Ici, tout se fait en ligne. C'est le cas pour cette session de mise à niveau pour les modalités de passation des marchés. C'est sur la plateforme, c'est sur les procédures de passation des marchés, des appels d'offres, des avis à manifestation d'intérêt. Nous avons convié toutes les sociétés minières et sous-traitants, ce que nous appelons les entreprises donneurs d'ordre, c'est-à-dire les entreprises qui donnent des marchés, qui ont des plans de passation des marchés. Et nous les avons conviés à cette séance d'aujourd'hui pour leur montrer encore davantage, les former à l'utilisation de cette plateforme. C'est une formation qui durera 2 jours, mais à compter du 7, le 7 et le 8, nous allons le faire aussi pour les fournisseurs locaux. Nous sommes toujours dans cette logique d'accompagner, parce que quand même c'est une nouvelle politique, d'accompagner les entreprises à s'approprier de cet outil de travail. Le secrétariat technique en charge de la promotion du contenu local dans le secteur minier travaille avec plusieurs structures de l'État, l'ADPME, 3FPT, entre autres. Il s'agit là de définir des modules de formation pour le personnel et les entreprises locales. Et en sport, le Comité national olympique et sportif sénégalais a rassemblé les présidents de fédération et les membres de son comité directeur pour faire le point sur les progrès réalisés entre 2021 et 2023. À l'ordre du jour, l'examen des rapports périodiques, mais aussi la remise de chèques de préparation aux athlètes qualifiés pour les prochains Jeux olympiques de Paris. Les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ont été également abordés. Fatoumata Savané. Une rencontre statutaire du Comité national olympique et sportif sénégalais qui a pour objectif l'examen des rapports d'activité et financiers. Une opportunité saisie par le comité directeur du CNOS pour échanger et partager sur les acquis et projets de l'organisation. Nous avons examiné le rapport d'activité et le rapport financier du Comité national olympique et sportif sénégalais, notamment le rapport financier sur la période 2021-2023. Mais nous avons saisi l'occasion aussi pour délivrer des informations générales à nos mandants. Grosso modo, ce que nous retenons, c'est que les choses avancent bien. En tout cas, nous avons eu d'importantes observations, retours de nos mandants que nous allons prendre en compte. Le rapport d'activité et le rapport financier ont été adoptés à l'unanimité. Et je pense que si on peut encore faire par acclamation pour constater que c'était le cas. Les Jeux olympiques de la jeunesse 2026 au cœur des échanges, un événement majeur qui se tiendra sur 14 jours en terre sénégalaise et près de 5000 athlètes y prendront part. Et nous avons aussi saisi l'occasion pour présenter l'état d'avancement dans la préparation des JOJ Dakar 2026, cet événement majeur que notre pays va accueillir. Monsieur le directeur de cabinet a remercié Madame le ministre. D'abord pour sa disponibilité à l'égard du Comité national olympique. Je le disais tout à l'heure, depuis les premiers pas qu'elle a posés, et depuis qu'elle pose ses premiers pas jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une activité qu'elle mène allant dans le sens du sport sans convier le Comité national olympique. Et en tout cas, c'est l'occasion pour les membres du comité directeur, le président Mamadou Diaye en tête, toutes les présidentes et tous les présidents de fédération, de lui adresser nos vœux de plein succès.
Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a été représenté. L'interlocuteur privilégié pour tout ce qui est mise en œuvre, élaboration et mise en œuvre des politiques sportives, naturellement se fera avec le Comité national olympique et sportif sénégalais. Je profite de l'occasion pour vous réitérer sa volonté de vous rencontrer dans les meilleurs délais avec le président Diagna à la tête pour échanger avec vous sur les nouvelles orientations articulées autour des infrastructures, autour de la réforme du cadre normatif, autour de la formation, autour du financement du sport, qui sont des préoccupations réelles dans le secteur. Donc je pense que très rapidement on se retrouvera pour aborder ces questions et essayer de faire de sorte que le sport sénégalais fasse encore plus de bons en avant. Le CNOS a octroyé des chèques pour soutenir les athlètes qualifiés aux JO de Paris pour leur préparation. Par ailleurs, le président Diagna Ndiaye a aussi tenu à marquer de son empreinte cette réunion, la première sous l'ère du ministre Khady Diène Gaye. Voilà le Comité national olympique qui a fait le point sur les progrès réalisés entre 2021 et 2023. Et nous en venons à présent au Journal des régions. Voilà, et pour démarrer cette deuxième partie de l'édition de la mi-journée, direction Médina Gounass, où le Dakar touche à sa fin. L'affluence a atteint son apogée. Les fidèles venus des 4 coins du pays et au-delà se rassemblent pour vivre les derniers jours de cette retraite spirituelle intense, un moment sacré consacré à la prière et à la méditation. Abdoulaye Sinkari. À moins de 48 heures de la clôture, l'affluence continue de plus belle au Dakar de Médina Gounass. Derrière le tumulte des commerces et autres activités connexes, il y a les prières et invocations. Ce pèlerin vient au Dakar depuis 1972. Dakar bi li tubaab di wax campagne fukki fan yi campagne la campagne bi yëpp liñ fiy dajale képp koo xam ne ki yaa ngi wattu alquran 24 heures bi na nga fexe ba def silki alquran. Le Dakar est comme une campagne. Il est demandé aux pèlerins de lire le Coran. Ceux qui ne le peuvent pas ont la possibilité de faire 41 saïfiou ou 12 000 salatul fatiha chaque 24 heures et ne jamais rater la prière à la mosquée pendant tout le séjour. fukki junne ak ñaar 24 heures bu nekk nga def fukki junne ak ñaar ci salatul fatiha. Les pèlerins, même après plusieurs décennies de présence, ne veulent jamais rater le rendez-vous du fait de ses nombreux bienfaits. ñeent fukki at ak ñetti maa ngi ñëw Dakar alhamdulilah rabbil alamin depuis bu ma commencé ñëw ba Dakar ren bi tarduma benn Dakar. Ça fait 43 ans que je viens au Dakar. Quand on vient une fois, c'est sûr qu'on va revenir, car il y a beaucoup de bénédictions. Au Dakar de Ngidjilogne, qui regroupe 4 villages du Fouta, nous faisons la rencontre d'Amatli. Le centenaire qui s'est habitué à cette vie d'ascète fait sans doute partie des doyens du Dakar. Nous sommes plus de 1000 pèlerins de Ngidjilogne. Cela fait 16 ans que je n'ai pas raté une édition. Nous avons un doyen qui est là depuis le début. Il s'appelle Amatli et il a plus de 100 ans. Il a 104 ans cette année. Démarré dans un cadre familial, le Dakar attire aujourd'hui des fidèles venus de partout. Ces pèlerins du Saloum perpétuent une tradition instaurée par le grand-père, El Haj Malik Sall, qui a connu le fondateur du Dakar. booba la commencé ñëw Dakar ci jamono Thierno Mohamed Seydou li comme na ñun ñooy suñu njaboot nit fu kilifaam jëm rek foofu lay jëm nee na jamono bi mu fiy ñëw moom kese kenn moo nekkoon wolof ci biir tukulóor yëpp. C'est notre grand-père qui venait au Dakar. Il nous racontait qu'à l'époque, il était le seul à venir du Saloum. Aujourd'hui, tous ses descendants ont l'habitude de venir. Malgré l'austérité de la nature, cette retraite est devenue au fil des ans un rendez-vous spirituel incontournable. li nga ay junni doomi aadama wala ay million doomi aadama
Des milliers ou des millions de pèlerins qui récitent le Coran tous les jours. Cela doit nous valoir beaucoup de bénédictions. Les fruits sont visibles partout au Sénégal et à travers le monde. C'est le moment pour les pèlerins de multiplier les prières et les invocations. Car chaque heure qui passe rapproche un peu plus le dernier jour. Et pour cette 83e édition du Dakar de Médina Gounass, le bilan des interventions des sapeurs-pompiers est déjà conséquent. 395 interventions, dont 211 secours. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé plus de 400 éléments et d'importants moyens matériels pour garantir la sécurité et la couverture sanitaire des pèlerins. Tidiane Cissé. Une ambulance de secours médicaux en pleine intervention sur le site du Dakar de Médina Gounass. Comme l'année dernière, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé des moyens très conséquents pour assurer leur mission. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a engagé des moyens humains et matériels conséquents. Pour ce qui est du personnel, notre dispositif est fort de 439 gradés et sapeurs, dont 18 officiers, et parmi lesquels 3 médecins. Pour ce qui est du matériel, 63 engins, dont 18 engins pompes, c'est-à-dire des engins de lutte contre l'incendie. Cette forte mobilisation des sapeurs-pompiers a permis de réaliser plus de 395 interventions, dont 13 incendies, 171 secours à victimes, 27 accidents de la circulation qui ont malheureusement coûté la vie à une personne. Le dispositif de la brigade poursuit sa mission en parfaite relation avec les autres secteurs, les autres services, comme la gendarmerie, avec qui nous travaillons en parfaite collaboration. Mais aussi, je rappellerai qu'on dispose d'outils d'aide à la décision, comme les drones, les caméras de surveillance, qui nous permettent de faire, d'être plus efficaces dans ce que nous faisons. Donc nous continuons à redoubler de vigilance, parce que notre mission n'est pas encore terminée. À la fin de la cérémonie religieuse, il y aura le retour des pèlerins. Je les exhorte vraiment à faire preuve de prudence. Il n'y a pas à se précipiter, parce que l'année passée, on a quand même enregistré des accidents de la circulation pendant le retour. Pour cette édition 2024 du Dakar de Médina Gounass, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mobilisé plus de 400 éléments. Leur mission, assurer la couverture sécuritaire et médicale du Dakar du 23 avril au 7 mai 2024. Et nous quittons le Dakar de Médina Gounass, direction Saint-Louis. En moyenne, le Sénégalais consomme plus de 100 kg de riz chaque année, un besoin loin d'être satisfait par la production locale. Et l'ISRA travaille sur le projet TAT, Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique. Objectif, activer les leviers de développement de la chaîne de valeur riz, comme la production durable de semences certifiées. Abdouad. Le Sénégal doit redoubler d'efforts pour atteindre l'autosuffisance en riz. En 2022, la production nationale s'élève à 775 000 tonnes, ce qui représente la moitié des importations de riz, estimées à près de 1 500 000 tonnes, soit 346 milliards de francs CFA. Pour rehausser le niveau de production, la disponibilité de semences certifiées reste un levier important. Le projet TAT, Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique, exécuté par l'ISRA, a pour objectif la production durable de semences de première génération, orientées vers le marché. Ces projets viennent appuyer, on va dire, la problématique de la souveraineté alimentaire, en apportant des fonds, bien sûr, en permettant aux acteurs de se réunir autour des questions qui sont centrales, comme aujourd'hui la semence, autour des plateformes pour travailler et réfléchir ensemble sur des stratégies de pérennisation, des stratégies qui permettent aux producteurs d'avoir accès beaucoup plus facilement aux technologies. Quand on parle technologie, c'est les semences, c'est les équipements, c'est la connaissance, c'est le savoir et le savoir-faire. La production de semences fait face à plusieurs contraintes, notamment le manque de matériel agricole. Il y a aussi l'adaptation du calendrier culturel, parce que tout un chacun de nous, les producteurs en tant que tels, ils préfèrent même
prendre leur propre date de semis. Donc, ce qui fait qu'au finish, il y a des problèmes au niveau des récoltes. Il y a des problèmes même au niveau des analyses de labo. Au Sénégal, je sais qu'au niveau des productions de semences certifiées, nous sommes encore loin de ça. On nous exige de faire des semences certifiées. Mais il va falloir qu'il y ait des efforts, qu'il y ait une connexion entre la recherche, les producteurs de semences certifiées, pour pouvoir suivre les destinées de ces semences-là. Et maintenant, c'est comme ça qu'on pourra planifier à certifier la demande en semences certifiées. Une fois qu'on satisfasse cette demande en semences certifiées, maintenant, le reste, c'est des pratiques. Les bonnes pratiques agricoles comprennent une série de protocoles qui s'appliquent aux producteurs afin de booster les rendements. Le projet envisage ainsi le renforcement de plateformes d'innovation pour diffuser ces bonnes pratiques agricoles, de l'aménagement des parcelles rizicoles aux activités post-récolte. Ce que nous comptons faire, c'est de continuer le processus afin de maîtriser les superficies et les productions rizicoles. Donc ce projet va continuer dans l'aspect plateforme aussi, non seulement recenser les gens qui arrivent dans le projet, mais aussi mieux essayer de cartographier les parcelles rizicoles, suivre les parcelles de riz jusqu'à la récolte et même donner des prévisions sur le rendement. À l'échelle du pays, le rendement des périmètres rizicoles tourne autour de 3,5 tonnes à l'hectare. Une production jugée très faible, de l'adoption durant cet atelier d'une bonne feuille de route favorable au développement de la chaîne de valeur. Et nous reparlons sport avant de finir. La région de Thiès est en plein préparatif de la 24e édition du drapeau de lutte du chef de l'État prévu du 9 au 12 mai 2024. Cette année, le stade Caroline Faye de Mbour va accueillir près de 154 athlètes venus des 14 régions du Sénégal pour espérer remporter le drapeau de cette prestigieuse compétition. Pour la première édition du gouvernement de Bassirou Diomaye Faye, les organisateurs veulent assurer un spectacle grandeur nature. Ainsi, un CRD a été tenu à ce propos, nous dit Fatimata Banelba. Le monde de la lutte, avec à sa tête le président du comité national de gestion, s'apprête à vivre de grands moments de lutte purement traditionnels. Le stade Caroline Faye de Mbour sera le point de ralliement de 154 athlètes du Sénégal venus participer à la 24e édition du drapeau du chef de l'État. Un événement sportif important qui nécessite une parfaite organisation. La tenue de ce CRD rassemblant l'ensemble des chefs de service de la région de Thiès montre à suffisance l'importance de cette compétition, la première sous l'ère du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Les attentes ont été déclinées et nous, administration, s'est engagée quand même au regard de l'importance de la foule qui sera drainée par cet événement, de faire en sorte que la sécurité soit au rendez-vous. La sécurité au niveau du stade, la sécurité aussi au niveau des sites, en tout cas d'hébergement des délégations qui viendront des 14 régions du Sénégal, mais aussi des délégations officielles. Nous ferons en sorte aussi que ce qui est attendu en termes d'assistance et d'accompagnement le soit, avec la mise à disposition, en tout cas d'un dispositif de couverture sécuritaire avec les éléments du groupement d'incendie et de secours numéro 2, et aussi la contribution des stadiers, mais aussi des éléments de la Croix-Rouge qui viendront renforcer les éléments du district sanitaire de Mbour. Et pour réussir un tel événement, un budget de 89 millions est prévu à cet effet. Il y a 150 lutteurs attendus, plus les accompagnateurs, ça fait 359 personnes, que le CNG a la charge de déplacer, c'est-à-dire de transporter, d'héberger, de nourrir, n'est-ce pas, durant tout le séjour. Et cela nous amène à avoir un budget de 89 millions. Compte tenu naturellement, n'est-ce pas, des primes des lutteurs, des primes des accompagnateurs, et de la mise du drapeau du chef de l'État qui fait 30 millions. Aussi, en prélude aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, la petite catégorie va compétir cette année, en plus de l'Open au combat individuel comme en équipe. Nous avons initié Génération 2026. C'est des jeunes athlètes âgés entre 11 et 15 ans qui viendront lutter. 6 par région, cela veut dire 3 garçons, 3 filles par région, et pour accompagner les seniors. On va laisser les seniors tels quels. Il y avait auparavant 5 lutteurs seniors par région, mais cette fois-ci, il y aura 6 lutteurs, n'est-ce pas,